Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Émilie Bouillot était ma 28e invitée sur le podcast. Donc Émilie est tombée dans la pédagogie Montessori il y a un petit peu plus de 6 ans et demi, juste avant la naissance de son fils. Et aujourd'hui, elle est formatrice, elle a créé son centre de formation Montessori du 47. Et en plus de ces formations, elle continue de travailler avec les enfants. Chaque année, voilà, d'une manière différente, mais chaque année, ça compte pour elle de pouvoir continuer de travailler avec les enfants. Elle a été assistante maternelle pendant plusieurs années. Enfin, vous allez voir, en fait, elle raconte son parcours. J'ai beaucoup aimé son parcours et j'ai trouvé des similitudes avec le mien. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir. Et ensemble, on a abordé plein de petits sujets. Les fausses croyances sur la pédagogie Montessori. Je lui ai demandé ce qui l'a séduite dans les travaux de Maria Montessori. Je lui ai demandé son avis sur une citation célèbre de Maria Montessori, « N'élevons pas nos enfants ». Voilà, je pense que vous l'avez déjà entendu. On a abordé plein de petits sujets et vous allez voir, ça va vous permettre de découvrir son travail au quotidien et d'en apprendre un petit peu plus sur cette pédagogie. Surtout sur les 0-3 ans. On en a parlé un petit peu en détail des 0-3 ans. Je laisse place à ma conversation avec Émilie Bouillot. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast aujourd'hui parce que ton parcours avait quand même il y avait plein de similitudes entre ton parcours et le mien. Et donc, si je me trompe pas, t'es tombée dans la pédagogie Montessori il y a 6 ans et demi à la naissance de ton fils. C'est bien ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Un petit peu plus, parce qu'il y a le temps de la grossesse. D'accord, un peu plus que 6 ans et demi. Et donc, c'est à travers un livre, Montessori pour les bébés, que tu as découvert cette pédagogie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours en résumé, mais à partir de ce moment-là, de la lecture de ce livre à aujourd'hui ? Alors, on va essayer de faire en raccourci. Oui. Donc, au départ, je ne travaillais pas du tout dans le monde de la petite enfance. Je travaillais dans l'immobilier, donc ça n'avait strictement rien à voir. Après, le domaine de la petite enfance m'a toujours plu depuis toute petite, mais je n'ai jamais su vers quoi me diriger. Donc, du coup, je n'ai pas porté mes études là-dessus. J'ai plutôt porté mes études sur le monde du commerce. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'avait toujours intéressée, surtout au niveau de l'éducation, en fait. Parce que moi, mes parents m'ont apporté une éducation qui est telle qu'elle est. J'ai été très bien éduquée, j'ai manqué de rien, etc. Mais je savais que c'était celle que je ne voudrais pas donner à mon enfant. Voilà, donc du coup, j'avais toujours un petit peu ces questionnements-là, dans le sens où je me disais, si un jour j'ai un enfant, qu'est-ce que j'aimerais lui apporter ? Donc, c'est vrai que ça me questionnait beaucoup. Et donc, quand je suis tombée enceinte, là, la question était pour le coup primordiale. C'est que là, ça arrivait. Donc, il fallait que je sache à peu près vers quoi je voulais aller. Il y avait beaucoup cette question au départ sur l'école. L'école oui, l'école non, etc. Et cette réflexion-là, en fait, elle s'est faite dès le début de ma grossesse. Enfin, elle s'est faite bien avant, mais surtout au début de ma grossesse. Et en effet, une copine me transmet un livre qui s'appelait « Les 60 activités Montessori pour mon bébé ». Et donc, je le lis très rapidement parce que c'est un livre très, très court. En 1 heure, il se lit. Et du coup, je le lis et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est Montessori, qu'est-ce que c'est ? C'est une mode. Enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, je me suis mis à faire quelques recherches. Et puis, alors, quand je commence, moi, à partir dans mes recherches, ça part extrêmement loin. Et puis, je cherche. Et puis, donc, je comprends que c'est une pédagogue. Et puis, je regarde son histoire, je regarde son film, je commande des livres. Et puis, c'est vrai que plus les lectures avançaient, plus mes recherches avançaient, et plus je me disais, tiens, ça se rapproche vraiment de ce que je voudrais, moi, apporter à mon enfant. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on profite en même temps de la grossesse pour faire une première formation. Et j'avais la chance d'habiter sur Paris. Donc, à cette époque-là, il y a Émilie Drus, qui est formatrice et qui a aussi écrit des livrets d'activités Montessori.
qui me dit, bah, écoute, moi, je peux venir te former à la maison. Voilà, je te fais un premier aperçu du monde 0-3 ans au niveau de la pédagogie Montessori. Et elle vient à la maison et c'est vrai que tout ce qu'elle me dit, je prends et je me dis ouais, c'est super quoi, il faut que je continue. Et puis j'accouche et puis tout de suite après, en fait, je décide de prendre tous mes congés. Je prends tous mes congés et puis là, j'enchaîne mes formations. Donc chez Nacita à Angers, j'ai fait aussi Sylvie Club pour le 3-6 ans. Je retourne chez Marc Sepers pour le 6-9. Bon, j'enchaîne les formations et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, là, ce que je viens de trouver, c'est peut-être ce que j'attendais dans le monde de la petite enfance. Et du coup, c'est peut-être maintenant à ce moment-là qu'il faut que j'aille travailler en fait dans ce monde-là. Du coup, je décide de tout arrêter dans le monde de l'immobilier. J'arrête tout et je prends une année vraiment pour réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire. Et en fait, au même moment, je crois vraiment au destin, je déménage et j'habite dans un appartement où il y a une pièce vide de 40 mètres carrés. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je me dis, allez, c'est parti, je vais me mettre en tant qu'assistante maternelle et je vais prendre 4 enfants parce que j'avais eu la chance d'avoir un agrément de 4 enfants et je vais faire avec eux la pédagogie Montessori à 100% parce que c'est vrai qu'à Paris, j'avais eu la chance de voir beaucoup de 3-6 ans en école. Mais au niveau du 0-3 à 100% Montessori, je ne trouvais pas à cette époque-là. Hein. C'était en 2013, je ne trouvais pas du tout. Donc j'ai dit, je vais le faire pour moi-même. Au moins, là, je suis certaine d'avoir les vrais résultats. C'est moi qui les aurai, donc je le fais. Et durant cette année-là, en parallèle, je crée l'association qui s'appelait donc à l'époque Association Montessori du 47 et j'organise des ateliers d'éveil par enfant. Et du coup, la salle était composée que de matériel Montessori. Et donc, je fais ça. Du lundi au vendredi, j'accueille ces 4 enfants, vraiment avec toutes les bases de la pédagogie Montessori que je pouvais mettre, que ce soit les activités, que ce soit le matériel, que ce soit le comportement, parce que c'est vraiment ça la première chose à avoir, l'environnement, l'ambiance, etc. Et puis le samedi, on enchaîne avec les ateliers d'éveil par enfant, donc de 0 à 6 ans. Et puis, au fur et à mesure du temps, ben, c'est là qu'on commence à me dire, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu fais avec mon enfant samedi matin? Je comprends pas très bien. J'aimerais avoir voilà, des petites conférences, etc. Et puis voilà, et puis ça démarre. On commence par 2 heures d'initiation, et puis après 3 heures, et puis après 4 heures. Et puis en fait, on se rend compte que ça se transforme en formation. Et donc, je continue avec l'association à donner ces formations-là. Je les fais 100% bénévolement. Et ce que je décide, c'est de retransmettre l'argent qui est gagné avec l'association grâce à ces formations-là sous forme de dons de matériel aux écoles de ma ville. Donc, j'habite à Agen. Parce que j'avais descendu entre-temps de Paris, je suis descendue à Agen. Ouais. Et puis voilà, ça fonctionne bien. Il s'écoule quelques années comme ça. Et puis après, je décide de fermer l'association. Je monte du coup un centre de formation. On garde le nom de centre de formation Montessori du 47 pour que les gens gardent bien cette image-là. Et j'arrête le métier d'assistante maternelle parce que ça devenait trop compliqué avec la comptabilité, la préparation des formations, etc. Par contre, je décide de garder toujours un temps pour les enfants. Donc, il y a une année, par exemple, j'ai travaillé avec la mairie d'Agen sur des aides aux devoirs le soir. Donc, c'était sur des enfants du CPO CM2. Voilà. Comme ça, de temps en temps, je leur apportais mon matériel Montessori. Comme ça me permettait aussi de m'entraîner avec eux sur cette tranche d'âge-là où je m'étais le moins entraînée. L'année suivante, je vais travailler dans une crèche où on recrée un projet pédagogique. Là, cette année, je m'occupe de 3 enfants, donc pareil, en aide aux devoirs. Voilà, chaque année, j'essaie toujours en fait de trouver des supports, des moyens de rester en contact avec les enfants. Oui. Parce que bien évidemment, on a besoin en tant que formateur d'être toujours en contact avec les enfants. Et puis bien sûr, le premier qui en bénéficie, c'est mon fils qui bénéficie de tout cela. Et du coup, voilà, et puis est-ce que ton fils est scolarisé? Tu disais au début école oui, école non. Oui. Alors c'était une grande question. Il faut savoir que je crois jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, on ne savait pas avec son papa si on allait y aller ou pas. Et finalement, j'ai choisi l'école en fait où j'avais été quand j'étais petite. Et puis après, on a fait confiance. On s'est dit, allez, on y va. De toute façon, il est toujours temps d'arrêter. Oui. Et en fait, il s'est avéré que c'est une très, très bonne école avec un très, très bon suivi.
Une école aussi qui est ouverte aux pédagogies. Donc, c'est une école qui a bénéficié d'énormément de matériel que je leur ai offert. Donc, les maîtresses étaient ravies. Elles n'utilisent pas que Montessori, elles utilisent vraiment toute pédagogie. Donc, ça, je trouve que c'est super. Elles font un travail sur tout ce qui est kinesthésiste, etc. Et c'est une école, en fait, où Valentin se sent bien. Il se sent bien, il évolue bien, il aime aller à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus l'hésitation, en fait. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'il y est. Et ça se passe très bien. Et pour rien au monde, je l'enlèverai parce qu'il est heureux, en fait, dans cette école-là. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir une bonne école, d'avoir de bons professeurs. Parce que sur les 4 années, on a eu 4 super professeurs. Donc tout se passe bien. Donc il est scolarisé finalement et on a trouvé un petit peu le chemin tout simplement. Donc maintenant en effet ça va faire 7 ans quoi. Et ça t'empêche pas de lui apporter plein de choses à côté en dehors de l'école? Oui, exactement. Alors après c'est sûr que parfois je suis un peu comme ça en train de me dire frustrée on va dire parce que j'aimerais lui en montrer plus et que je peux pas parce qu'il a déjà beaucoup l'école donc le soir c'est normal qu'il a son temps de détente mais dans le week-end on trouve toujours un petit moment pour lorsqu'il a des additions allez hop attends on va pas faire les additions comme la maîtresse de l'exercice nous on va prendre notre table d'addition Montessori on trouve toujours des parades avec les devoirs en fait à lui montrer du matériel et du coup c'est super parce que ça lui fait beaucoup de théorie en école à la maison beaucoup de manipulation donc finalement ça allie en fait tout côté sensoriel de l'enfant, donc on n'a pas de problématique. D'accord. Et j'aurais aimé te demander, donc tes premières années, quand tu as vraiment senti en fait que cette pédagogie allait répondre à tes... Voilà, c'était vraiment ce que tu cherchais, qu'est-ce qui t'a séduite dans les travaux de Maria Montessori? Je dirais plutôt son départ, parce que lorsqu'elle a commencé, elle ne savait pas où elle allait aller finalement. En fait, elle était en pleine réflexion, elle ne savait pas ce que ça allait donner. Et quand elle est arrivée vraiment dans cette clinique psychiatrique, en fait, elle a eu qu'une chose à faire au départ, c'était vraiment observer. Et ça, du coup, moi, c'est vraiment le mot-clé que je me sers en formation et que je dis aux stagiaires, c'est l'observation. Et lorsqu'on prend conscience que lorsqu'on va observer l'enfant, on va pouvoir apprendre tout un tas de choses sans forcément lire 100 000 bouquins et regarder 100 000 vidéos, là, le parent a tout compris. Et je trouve que c'est ça qui ressort le plus d'ailleurs dans ses écrits, c'est son observation. Et je pense que le parent ou le professionnel, il doit comprendre ça. C'est l'observation. Je préfère une personne en structure qui passe énormément de temps à observer plutôt qu'une autre qui va passer beaucoup de temps à jouer avec l'enfant. Je leur dis, voilà, ce n'est pas parce que vous ne jouez pas avec l'enfant que vous êtes mauvaise professionnelle. Par contre, d'observer l'enfant, là, moi, je pense que vous êtes une très très bonne professionnelle parce que du coup, vous allez savoir quoi lui apporter après et quoi lui proposer comme activité. Alors que lorsqu'on joue avec l'enfant, on peut louper certaines choses. Et ça, pour les professeurs des écoles, c'est super dur. Parce qu'on n'a pas du tout été habitués à travailler comme ça. Tout dépend à quel moment on rencontre cette pédagogie dans notre carrière. Mais s'asseoir et ne rien faire, entre guillemets, enfin, tu vois, ne pas être actif, quoi, juste observer. Voilà. Et bien ça, c'est super dur, tu vois, pour les professeurs des écoles. C'est dur parce que c'est le contexte actuel qui fait que quand on a 30 enfants en classe, c'est beaucoup plus difficile de rester immobile et de prendre du temps pour observer parce qu'il y a toujours un des enfants qui va être là à nous appeler, à nous demander son aide, etc. Donc c'est de plus en plus compliqué. Le contexte actuel fait aussi que c'est pas facile. Et tu formes aussi des professeurs des écoles, pas seulement des professionnels de l'enfance, mais aussi des professeurs des écoles? Oui, bien sûr, beaucoup. Alors, au départ, c'était rigolo parce que si on prend quelques années en arrière, il y en avait très peu. Et maintenant, c'est une grande partie des personnes que l'on forme. Et ce qui est admirable, c'est qu'ils n'ont pas d'aide. On ne les aide pas pour se former, mais c'est qu'ils prennent l'initiative par eux-mêmes. Et ça, c'est génial parce que quand on veut pouvoir conduire une voiture, il faut aller payer son permis de conduire. Parce que sinon, malheureusement, on ne pourra jamais avoir le permis. Et si on veut son baccalauréat, il va falloir travailler. Et finalement, on a toujours l'impression que lorsqu'on est dans le travail, il va falloir que l'employeur apporte tout. Alors oui, ça serait génial si ça pouvait être payé. Mais je trouve ça déjà très bien, la réflexion qui est faite de certains professionnels à se dire, bon, là, j'ai pas d'aide, mais moi, je souhaite quand même progresser dans mon métier. Donc, je vais prendre l'initiative, en fait, d'y aller par moi-même. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est aussi ces personnes-là
qui vont permettre de prouver au gouvernement que ces formations leur a été bénéfiques parce qu'ils ont appris ça, ça ou ça ou ça. Donc, oui, c'est chouette que certaines personnes aient cette démarche, mais il y a aussi toute une... Enfin, à mon avis, ils sont quand même nombreux à se dire non, c'est à l'éducation nationale de payer mes formations et de pas... Enfin, voilà, c'est pas... En fait, je pense que les deux côtés peuvent être entendus. Et moi, je respecte les deux points de vue. Voilà, je trouve que c'est tout à fait normal de se dire que l'éducation nationale doit aider. Et d'un autre côté, c'est aussi à eux de prendre la responsabilité, quoi. Voilà, de prendre sa responsabilité, de dire, bon, voilà, alors je pourrais pas tout payer, bien sûr, mais déjà, quand on a cette démarche d'envie, même si on ne va pas jusqu'à aller à la formation, la démarche d'envie de changer et d'évoluer, c'est déjà énorme. Prendre la responsabilité de ces apprentissages aussi, quoi, de se dire, je peux apprendre par moi-même. J'ai eu une formation initiale au début, il y a des choses qui me conviennent, il y a des choses qui ne me conviennent pas, j'ai envie d'apprendre à faire autrement, quoi. Et est-ce que tu as des retours des professeurs des écoles par rapport à l'observation qui te disent voilà, j'ai observé mes élèves, j'ai remarqué ça. Est-ce que tu sais si concrètement ils arrivent à s'asseoir quelques minutes et à juste observer ça? Est-ce que tu as des retours? Non, pas tant que ça. Pas à ce niveau-là. Alors après, j'en ai beaucoup qui me disent en formation en faisant l'activité, j'ai remarqué l'enfant que finalement, ce que j'avais fait ne convenait pas. Qu'il fallait que je mette ça à gauche et plutôt ça à droite. Et puis j'ai remarqué que finalement, dans le positionnement de la table, voilà, il y a des observations qui sont faites. Ouais. Mais elles sont faites, je pense, au fil de la journée, mais non pas par une observation assise. Ouais, vraiment assise, immobile, à ne plus bouger, de se dire là je ne bouge plus. Je pense que c'est des observations qui sont faites au fil du temps. Et pour toi, est-ce que c'est important est-ce que dans l'idéal, le professeur des écoles aurait à s'asseoir, à s'arrêter vraiment pendant 5 minutes pour observer? Parce qu'on remarque plus de choses que si on est en train de s'occuper d'un autre enfant, tu vois. Bien sûr. Même si ça serait que 5 minutes par jour. Ouais. Parce que 5 minutes, c'est quand même 5 fois 60 secondes. Ouais. Et c'est quand même déjà énorme. Et rien que ce temps-là, je pense que l'adulte peut se dire ça, je ne l'avais pas vu. Ou je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Ouais, d'accord. De toute façon, je le vois parce que ça, par contre, moi, en crèche, les filles, quand je les forme, elles m'écoutent assez bien sur ça. Et quand elles reviennent après, par exemple, pour la formation 3-6 ou qu'on se recontacte, elles me disent, maintenant que je prends ce temps-là, j'ai vu une différence énorme au sein de mon métier. Parce qu'elles ont pris conscience, en fait, qu'elles n'observaient pas assez l'enfant et que du coup, elles ne savaient pas quoi proposer ensuite. Donc, elles proposaient ce qu'elles voulaient, ce qu'elles pensaient, mais pas ce que l'enfant voulait ou ce que l'enfant était en mesure d'acquérir à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et bien tiens, ça tombe bien que tu parles des 0-3 ans parce que alors moi, c'est vraiment, je suis pas du tout formée pour les 0-3 et du coup, j'aimerais, voilà, si tu peux pour les auditeurs, et puis j'en profiterai aussi en même temps, rentrer un peu en détail dans vraiment, voilà, quand tu fais ta formation 0-3 par exemple, c'est sur combien de jours? Alors moi, je la fais sur 2 jours. D'accord. C'est une première journée où on fait beaucoup de théorie. Voilà, on reprend une matinée où on reprend beaucoup les bases. L'après-midi où on parle beaucoup de l'aménagement de la maison, de l'aménagement de la structure. Et ensuite, donc la seconde matinée où on va faire beaucoup de présentation de matériel, on va manipuler. Et l'après-midi, généralement, je leur montre plein de compléments d'informations qu'elles ont besoin d'avoir. D'accord. Et quand tu dis matériel, c'est vie pratique, vie sensorielle ou c'est... Ah non, le matériel, c'est le matériel 0-3 ans. Oui, et du coup, comment on l'appelle? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, dans le matériel 0-3 ans, il y a 2 grandes catégories. La première catégorie qui est les 0-18 mois, où on appellera le NIDO. Et la deuxième catégorie qui est les 18-36 mois, où on appellera ça communauté enfantine. D'accord. Ça, c'est le nom de l'espace, entre guillemets. Mais le matériel, du coup. C'est le nom de l'espace. Moi, après, je regroupe du matériel, mais ce n'est pas comme le 3-6 ans. En 3-6 ans, on va parler de matériel pratique, vie sensorielle, mathématiques, langage, environnement, culture, botanique, zoologie, etc. En 0-3, c'est le matériel 0-3 ans. Après, il y a une partie qu'on va mettre en nido, une partie qu'on va mettre en communauté enfantine. Après, bien sûr, il y a des choses où on sait que ça va travailler plus la motricité fine, d'autres la coordination humaine, d'autres la concentration. Voilà. Après, on sait que chaque matériel va avoir une classification. D'accord. Mais
En soi, ça reste du matériel 0,3. Hein. Oui, d'accord. C'est pas encore, comme quand pour... je dis 0,3, il y a certains matériels qu'on utilisera à 3 ans et demi, parce que ça dépendra aussi de l'enfant. D'accord, donc tu... Non, il n'y a pas de sous-catégorie dans les D'accord. Rainbow Et est-ce que tu pourrais... alors, au pire, je rajouterai une image, tu vois, dessous, parce qu'avec un podcast, c'est difficile, du coup, il n'y a pas d'image, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'un matériel, enfin, voilà, nous le présenter, enfin, nous en parler, pas le présenter, nous en parler. Bah, par exemple, matériel classique du 0,3, c'est tout ce qui est les boîtes à forme. Les boîtes à forme, on sait bien que dans le classique, hein, ce que l'on propose à l'enfant, généralement, c'est une boîte et il y a plusieurs encasтрements. Donc, il y a la sphère, le cube, le prisme, le parallélépipède, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne ça à l'enfant. L'enfant, généralement, il essaye un petit peu tout. Soit il n'y arrive pas, donc il s'agace, hein, parce que voilà, il n'a pas assez acquis d'informations pour pouvoir maîtriser cette boîte à forme, qui est du coup trop complexe parce qu'il y a trop de difficultés à la fois. Et où l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte que finalement le prisme passe dans la sphère, le parallélépipède passe dans le prisme. Donc au final, en fait, il n'a acquis aucun objectif, parce que mon objectif, c'est que quand même le prisme aille dans le trou du prisme et la sphère aille dans le trou de la sphère. Donc ça, par exemple, on le sait, c'est une grosse erreur qui est en vente actuellement hein, dans tous les magasins, c'est une grosse erreur. Donc, pour les boîtes à forme, eh ben, il suffit de respecter l'ordre. Le premier, c'est la boîte à forme avec la sphère. Une fois que l'enfant a acquis la sphère, à ce moment-là, je vais pouvoir lui proposer le cube. Parce que le cube, dans n'importe quel sens, on va le tourner, ça rentre. Il y a juste une petite difficulté, c'est que si on ne le met pas correctement, il ne rentrera pas. La sphère, oui. elle rentre en n'importe Donc la quel sphère sens. en premier, parce que la sphère, peu importe comment on la place, elle rentre. Alors que le cube, il y a une petite difficulté supplémentaire. Une petite difficulté supplémentaire sur le cube. Généralement, après, on met le cylindre, parce qu'il y a deux possibilités et une qui ne peuvent pas. Voilà. Après, ça va être la pyramide, le prisme. Alors, ça dépend des usines de fabrication, comment ils font. Puis après, il y a le parallélépipède. Et puis après, on va avoir tout ce qui va être jeton, par exemple. D'accord. Donc, chaque boîte pour une forme, quoi. C'est ça. Quand l'enfant a acquis une boîte, on peut passer à la suivante. Mais on ne passe pas à la suivante si on n'a pas acquis la précédente. Et par contre, à la fin, quand l'enfant il a vu boîte par boîte, rien ne m'empêche de lui présenter une boîte où là, on aura toutes les formes géométriques. Là, ça me va très bien. Ouais. Mais il va falloir faire étape par étape. D'accord. Et si on saute une étape, on risque de le mettre en difficulté sur l'étape suivante. Oui, c'est le même principe que dans le 3-6, sauf que là, tu nous l'expliques avec du matériel 0,3. Exactement. Mais c'est la même chose, en fait. C'est exactement pareil. D'accord. Et donc oui, en formation, tu t'attaques pas directement sur la manipulation de matériel, mais tu prends déjà du temps pour parler de la philosophie de Maria Montessori. Oui, alors voilà, la première matinée, on revoit vraiment toutes les bases de la pédagogie, parce qu'il y en a qui viennent en sachant juste le nom Montessori et qui ne savent pas forcément plus de choses, mais qui veulent avoir justement plus d'informations. Il y en a qui connaissent beaucoup de matériel, pas du tout la philosophie, ou le sens inverse. Donc, c'est important de toute façon de revoir les bases, donc l'histoire bien sûr de Maria Montessori. Alors bien sûr, c'est toujours en rapide, hein, parce que sinon il nous faudrait des semaines. Après, moi, j'ai fait le choix de faire des formations courtes parce que je considère que tout le monde n'a pas une semaine de congé à payer. Donc, c'est des formations courtes, mais néanmoins, quand elles ressortent de ces 2 jours, elles peuvent mettre en place, que ce soit dans leur structure ou à la maison, cette pédagogie-là. Elles connaissent le matériel, elles connaissent les présentations, elles connaissent la philosophie. Oui, donc, après, elles ont des bases solides. Après, elles peuvent poursuivre, mais voilà, au moins, ça leur permet de démarrer. Voilà, certaines reviennent par exemple en formation musique, donc ça leur permet d'avoir des compléments sur la formation musique. Après, certaines continuent sur le 3-6, puis sur le 6-9. Voilà, il y a toujours des compléments qui sont possibles après. Par contre, ce que je n'autorise pas, généralement, c'est les filles ne viennent pas en formation 3-6 si elles n'ont pas fait la formation 0-3. D'accord. Parce que c'est un réel manque. Parce qu'en formation 0-3, on voit des bases qui sont primordiales.
Et je ne comprends toujours pas à l'heure d'aujourd'hui comment on peut accepter des filles en formation 3-6 sans avoir fait la formation 0. Oui, en fait, c'est logique quand tu le dis. C'est la même chose que quand, tu vois, j'ai une enseignante qui m'a dit, est-ce que je peux me former sur le matériel 6-9, même si j'ai pas fait le 3-6. Et là, je dirais, ça me paraît pas logique, en fait, parce que tu vois, en maths, toute la progression du matériel, tu vois, c'est pas logique. Mais du coup, ce que tu dis... Ça veut dire que je vais lui demander les tubes de la division, la grande division, avant même qu'elle ait vu la petite division avec notre table de... C'est pas possible, en fait. C'est pas... Mais du coup, c'est la même chose entre le 3-6 et le 0-3, du coup. C'est exactement pareil. Et je vois la différence parce qu'au départ, je les acceptais. Maintenant, honnêtement, c'est vraiment de moins en moins. C'est extrêmement rare. Les filles qui ne viennent pas en formation 0-3, le problème qu'il y a en plus, c'est qu'en 3-6, c'est qu'elles ont des tonnes de questions. Mais c'est ces questions-là que je réponds en 0-3. Oui, donc les autres n'ont pas envie de perdre du temps, entre guillemets, avec ce qu'elles savent déjà. Voilà, il y a ça aussi. C'est que c'est pareil pour le matériel, les présentations de matériel. Au niveau des présentations de matériel, en 0-3, on ne présente pas un matériel de la même façon qu'on présente en 3-6. Ça n'a rien à voir. Il y a des bases communes, mais je ne présenterai pas mon matériel 0-3 comme je le présente en 3-6. Parce que c'est impossible. C'est des bébés. Ils ont pas tous sans concentration. Ils ont pas... Enfin, il y a plein de choses. Ils n'ont pas les mêmes facultés qu'un enfant de 3-6 ans. Donc, en 0-3, les présentations ne seront pas les mêmes. Et ça, pour le coup, c'est moi qui ai arrangé mes présentations 0-3 parce que je l'ai vécu justement avec les enfants que j'ai eus tous les jours. Et que je me suis rendu compte que ça, c'était pas possible, ça, c'était pas possible, ça, c'était pas possible. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Et pareil, il y a du coup c'est crescendo en fait entre le 0-3 et les 3-6 ans au niveau des présentations matérielles. Et d'ailleurs, dans le matériel, on le voit. Dans le cabinet de géométrique en 3-6 ans, on a par exemple les encastrements cercles, etc. Mais ces encastrements-là, en fait, on les a déjà en 0-3. Et quand les filles en 3-6, elles me disent, mais attends, mais j'ai pas besoin d'acheter le cabinet de géométrique parce qu'en fait, je vais reprendre mon matériel de 0-3 et puis je vais faire ça et ça. Et bien oui, parce qu'il y a un lien en fait. Oui, c'est vrai. Et ce lien, il est important. Le lien qu'il y a entre le 3-6 et le 6-9, tu l'as aussi, il existe aussi entre le 0-3 et le 3-6. Le 3-6-9, là, c'est pire de dire. Ou 3-6-6-12, j'aurais dû dire. 3-6-6-12 et puis... Mais voilà, c'est pareil en 6-9. 6-9, elles s'inscrivent, je leur dis, si vous n'avez pas fait 3-6 mathématiques, langage, je refuse. Parce que ça ne voudrait rien dire et ça serait arnaqué. Et je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour apprendre aussi. Donc si je leur apprends du 6-9 avant le 3-6, ça serait pour le coup quelque chose de faux, d'erroné. Il leur manquerait la moitié des informations. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait que je leur fasse payer la moitié de la formation si je voudrais être honnête. Ça, on le sent bien. On sent bien sur ton site le côté honnête, même quand on voit le prix des formations. On sent que tu es dans une démarche de transmission et pas de devenir millionnaire. C'est ça. Alors, j'aimerais rebondir avec toi. Tu as parlé de la musique et j'ai vu que tu proposais aussi des formations en musique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui compte pour toi? Alors, la formation musique, il faut savoir que je ne suis pas du tout une spécialiste de la musique. Voilà. J'ai appris au fur et à mesure, en fait, un petit peu comme tout le monde. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'activités que l'on pour pouvoir justement apprendre à l'enfant les notes de musique, tout un tas de choses. Justement, donc ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas proposer une fois. Alors, c'est une formation Montessori, mais souvent je dis c'est un complément. Venez à la formation musique si vous avez fait la formation 0-3 au minimum, parce que c'est un complément d'activité que je ne peux pas présenter en 3-6 ans parce qu'il me faudrait une journée de plus et que je ne peux pas présenter en 0-3 ans, sinon il me faudrait une journée de plus. Mais ça leur permet vraiment de repartir avec je crois, une vingtaine d'activités en plus, basées uniquement sur la musique. Après, chacun prend ce qui l'intéresse. Certaines vont mémoriser 5 activités qu'elles referont, d'autres 10, d'autres 2, d'autres 5. Après, comme je dis toujours, vous prenez ce dont vous avez envie. Mais c'est un bon complément parce qu'il y a quand même énormément d'activités que l'on peut faire. Et que du coup, on ne peut pas présenter en 3-6 sur les autres formations parce qu'il faudrait une journée de plus. Et tu vois, ça va t'intéresser. Dans les semaines qui arrivent, je vais faire un podcast avec un éducateur Montessori qui est américain.
Alors j'espère que l'anglais, je vais quand même m'en sortir un peu, mais on va essayer d'avoir une éducatrice Montessori française, enfin qui est bilingue pour traduire, parce que voilà, je pense que ça sera bien, et aussi pour que les auditeurs qui ne maîtrisent pas l'anglais puissent en profiter quand même. Et donc il est spécialiste de la musique, donc ça sera vraiment un podcast juste là sur la musique. Ouais, super. Super. Oui, et oui, je voulais te demander par rapport aux fausses croyances, parce qu'on entend beaucoup de fausses croyances sur la pédagogie Montessori. Et là, sur Facebook, il y avait une instite qui disait « Il me reste de l'argent sur ma coopérative, je ne sais pas ce que je pourrais acheter avec cet argent. » Et moi, je lui ai mis du matériel Montessori, point d'interrogation. Et elle m'a dit « Je ne sais pas lequel. » Donc voilà, on a échangé ensuite par téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas Montessori. Et elle est débutante, hein, c'était une jeune enseignante. Mais elle me dit « Oh non, mais ce que j'aime pas trop dans Montessori, c'est que si un enfant a envie d'apprendre qu'à 9 ans ou à 10 ans, il apprend à lire qu'à 9 ans ou 10 ans. » Et je dis non, est-ce que vous confondez pas plutôt avec les écoles démocratiques Et elle fait ah, peut-être. Mais tu vois, les gens, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais des fois, ils pensent connaître quelque chose. Et ils ont vraiment des fausses croyances. Quelles sont les fausses croyances qui t'ont vraiment marqué depuis que tu es formatrice? Il y en a beaucoup. Donc moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les livres, en fait. Tout simplement parce que comme Maria Montessori n'a pas déposé de brevet, tout le monde peut écrire un livre en marquant « Issu de la pédagogie Montessori », voilà, enfin, tout ce type de choses. Et moi, quand je les lis, ça m'est arrivé sur certains bouquins de ne rien voir de Montessori de la première page à la dernière page. D'accord. À la limite, il n'y a que la photo de Maria Montessori qui est correcte. Et là, je me dis, mais c'est pas possible de prendre les gens pour des imbéciles. Pour n'importe qui. C'est pas possible en fait, parce que c'est du marketing. Et moi, je suis d'accord avec les gens qui disent que Montessori, c'est du marketing. Parce que malheureusement, à cause de tous ces livres, à cause de toutes ces personnes qui se prétendent utiliser cette pédagogie et que quand elles donnent des informations aux autres, je me dis, oh là là, mon Dieu. Mais oui, on est venu sur du marketing parce que combien de magasins ont soi-disant créé du matériel Montessori en affichant Montessori alors qu'il y a tout qui est faux, on n'est pas sur le bon point du matériel, on n'est pas sur la bonne taille, on n'est pas du tout sur les bonnes couleurs, etc. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, c'est donner un mensonge, en fait, à une communauté, à même un peuple, quoi, d'une certaine façon. Oui, parce que les gens qui n'ont pas de recul, ils pensent que c'est bon, quoi. C'est ça. Ils pensent que c'est bon. Et puis, c'est normal. Ils se disent, c'est une grande enseigne, on me note Montessori. Ben, moi, j'achète. C'est ça. Alors, d'autant plus, c'est que le matériel, souvent, se vend extrêmement cher sur ce type d'enseignement-là. Alors qu'en soi, le matériel peut être beaucoup moins cher ailleurs avec du vrai matériel Montessori. Et ça, je trouve que c'est irritant parce que ça donne une très mauvaise image de Montessori. Tout comme ça m'est déjà arrivé. Alors, je vais te prendre une anecdote pour tout. Tu m'as demandé, une personne vient en formation, donc elle se présente, etc. Et je donne la formation. Et en fait, au final, au bout des 2 jours, elle me dit, je me suis complètement trompée sur Montessori. Moi, je pensais qu'il fallait que je laisse faire mon enfant tout ce qu'il voulait. Je lui ai dit, ah non, pas du tout, parce que c'est bien la pédagogie, je pense, la plus encadrée. Parce qu'on demande tellement de choses de la part d'un enfant. Il faut qu'il soit tellement rigoureux dans ses présentations, il faut qu'il soit concentré, il faut qu'il soit assidu, il faut qu'il soit minutieux parfois. On leur demande tellement beaucoup qu'on est loin de leur laisser faire ce qu'ils veulent. Et justement, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent avec le plateau de vie pratique, nous, on va avoir tendance justement un petit peu à le retirer et de lui présenter autre chose parce que là, on n'est pas là pour faire ce que l'on veut d'une certaine façon. C'est bien qu'elle ait osé te le dire au bout des 2 jours, c'est courageux quand même. Oui, mais oui, parce qu'elle me dit, et en effet, du coup, elle le laissait monter sur la table, sur la chaise, mais non, non, il y a des règles quand même, on peut pas faire ce que l'on veut. Voilà, c'est pas le principe de la pédagogie Montessori de laisser faire l'enfant ce qu'il veut. C'est par contre respecter son rythme. Et respecter son rythme ne veut pas dire non plus le laisser apprendre à lire à 12 ans s'il a envie d'apprendre à lire qu'à 12 ans. Ce n'est pas ça non plus. Il faut trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, je pense que tout le monde en est capable de le trouver. Ok. Et je voudrais te poser une question par rapport à une citation de Maria Montessori qui est très connue et qui avec ce qu'on vit en ce moment, avec la crise sanitaire que l'on vit, je trouve qu'il y a encore plus d'actualité.
N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Voilà, elle est connue cette citation. Toi, quand tu accompagnes des enfants, parce que tu lui as dit que ça comptait vraiment pour toi chaque année de toujours accompagner des enfants, est-ce que tu as cette citation en tête, tu vois? Qu'est-ce que ça change pour toi quand tu penses à ça quand tu accompagnes les enfants? En fait, comme je le disais, l'enfant, il évolue vraiment d'année en année. Ça, c'est, je veux dire, même si 7 ans, c'est pas beaucoup, je l'ai vu. Chaque année, l'enfant, il évolue parce que la société évolue. Si on prend les enfants d'aujourd'hui et les enfants d'il y a 10 ans, par exemple, au niveau de l'écologie, on voit une différence. Les enfants d'aujourd'hui veulent protéger leur nature. Ils font attention aux déchets, ils en parlent de plus en plus, etc. Alors que si on prend d'il y a 10-15 ans, ils en parlaient moins. Et il y a toujours une évolution, en fait, au niveau de la société. Après, il y a les écrans, par exemple. On sait très bien que les écrans, au contraire, il y a 20 ans, on entendait peu parler. Et maintenant, les écrans prennent une place de plus en plus dans la vie de l'enfant. Donc, il faut s'adapter aussi à ça. Et c'est en étant avec les enfants que l'on s'en rend compte. Donc, en effet, quand on les prépare, on essaie de les préparer au mieux à chaque fois pour le lendemain et ce qui va se passer au sein de la société, ce qui va se passer dans sa vie familiale, ce qui va se passer au sein de son école, etc. etc. Oui, donc pour toi, c'est vraiment important, même si tu es formatrice, de continuer de toujours travailler avec les enfants pour pouvoir observer tous ces changements. Exactement. Je ne pense pas qu'on peut rester sur ces acquis d'il y a 20 ou 30 ans. Ce n'est pas possible. Oui, parce que le monde évolue. Le monde évolue, quoi. Le monde évolue, donc ça serait une grosse erreur de rester sur ces acquis. Mais pour tout métier, en fait, finalement. Oui. Pour tout métier. Moi, je sais que j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'immobilier. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai maintenant des amis qui sont agents immobiliers et quand ils m'en parlent, je vois que ça a complètement évolué par rapport moi à l'époque. Alors, il y a des bases qui restent les mêmes. Mais demain, je retravaille dans l'immobilier, il va falloir que je me reforme à nouveau, que je comprenne les nouvelles techniques de vente, que je réapprenne les nouveaux documents, il y a plein de choses à réapprendre. Donc, dans tous les métiers, il faut toujours rester au cœur du métier. Et le problème de formateur, c'est que souvent, on fait formateur, puis hop, on oublie notre métier de base, en fait. C'est une machine. Non, il faut rester dans le cœur du métier dans lequel on souhaite former. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça parce que j'ai appris la semaine dernière que j'allais retourner 2 jours par semaine dans 2 écoles différentes après un peu plus de 3 ans et demi en disponibilité. Donc tu vois, je suis contente parce que ça va être un nouveau challenge justement. Je vais avoir des grandes sections une journée par semaine et du coup voilà, ça va être en plus c'est qu'une journée par semaine, c'est encore différent d'un temps plein, tu vois, mais c'est justement ça va me permettre d'être bon, j'étais toujours au contact des enfants avec mes ateliers, mais là j'en avais que 8 d'enfants, alors que là dans une école c'est pas la même chose encore. Et les ateliers c'est encore différent. Les ateliers c'est différent parce qu'il n'y a pas un réel suivi de l'enfant. Oui, c'est 2 heures par semaine, quoi. Voilà, l'enfant vient 2 heures par semaine. En 5-6 jours qu'on le revoit après, il peut se passer des choses. Voilà, c'est encore différent les ateliers. Mais les ateliers, c'est aussi très enrichissant parce que du coup, pour le coup, ça va un petit peu plus vite dans l'évolution de l'enfant. On le voit que de temps en temps. C'est complètement différent encore. Mais c'est vrai que quand j'en parle, par exemple, avec Sylvaine qui gère mon cycle Montessori sur Cugno, elle le dit très bien. Elle le dit, c'est très difficile en fait pour eux de s'habituer au monde Montessori simplement en atelier. Alors du coup, elle va se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres points, pas forcément que sur la pédagogie Montessori. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les ateliers. Ok. Eh bien écoute, super. Pour terminer l'interview, je vais te demander de partager une citation avec les auditeurs. Sauf si avant tu voulais rajouter quelque chose. Ben non, il me semble que je me suis assez bien présentée. Après, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis gérante aussi de la boutique matériel pédagogique Montessori. Il faut savoir que dans cette boutique, il n'y a que du matériel Montessori. Il n'y a pas de matériel miniature, de matériel en plastique ou le poids qui ne convient pas. Pour le coup, je fais très attention à ça. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, à ce niveau-là. J'apporte beaucoup d'importance en fait à la qualité du matériel. Donc voilà. Et c'est du matériel que pour les 0,3, hein, c'est ça? Alors pour l'instant, sur le site, il n'y a que pour le 0,3. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, il y aura le matériel pour les 3-6 ans. Mais c'est pareil, je prends beaucoup de temps avant de sélectionner le matériel pour qu'il soit de la qualité dont je souhaite. Donc automatiquement, ça prend plus de temps que la moyenne, mais c'est un choix que j'ai fait aussi, voilà, de me dire
ben, je fais le choix de la qualité plutôt que de la quantité, etc., etc. Mais dans le même principe que, voilà, de la même chose que je fais pour les formations finalement. Oui, oui, mais c'est bon à savoir parce que c'est pas évident de trouver du matériel de qualité à un prix raisonnable. Tu vois, c'est soit c'est hors de prix. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux prix différents, tu vois. Je vais pas citer des noms de boutiques là, mais Non, voilà, il y a vraiment le matériel accessible en prix, mais des fois décevant au niveau qualité. Ou alors celui qui est très très cher. Alors j'imagine de bonne qualité, j'ai jamais pu me l'offrir, mais voilà, il n'y a pas de juste milieu quoi. ouais, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est faisable. Alors moi, ben, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma boutique. Bon, pour l'instant, je n'ai jamais eu de retour négatif. Au contraire, toutes les personnes écrivent pour me dire qu'ils sont très contents du rapport qualité-prix. Donc, tant mieux et espérons que cela dure. Et j'essaierai que ça soit de même pour le matériel 3.6, puis ensuite pour le matériel 6.9. Je ferai toujours mon maximum, mais ce qui est sûr, c'est que je ne présenterai pas autre chose que du matériel Montessori. Parce qu'encore une fois, ça serait mentir aux clients et ce n'est pas du tout mon objectif de mentir aux clients. Ça ne correspondrait pas du tout à ma façon de procéder. D'accord. Bon, bah, chouette. Je voulais rebondir quand tu parlais des 0,3. Je suis repartie sur autre chose et j'ai pas rebondi sur la boutique. Donc, tu as bien fait de le faire. Alors, est-ce que tu as une citation à partager? Bah pour la citation, celle que tout le monde connaît, hein, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Je trouve que cette citation, elle est très connue, mais elle est réelle parce que si on observe l'enfant, on verra qu'il a plein de choses aussi à nous apprendre et que du coup, justement, il va jaillir d'une certaine façon. Donc, c'est pas forcément nous qui allons le remplir de connaissances, mais c'est aussi lui qui va nous apporter énormément, je pense. C'est vrai que elle est très belle cette citation. Est-ce que tu aurais un livre que tu as lu récemment, ou même un peu, même si c'est pas récemment, mais voilà, un livre que tu aimerais partager? Alors, moi, c'est vrai qu'en tant que formatrice, je suis un petit peu obligée de lire tous les livres parce que c'est aussi pour conseiller. Mais après, comme je conseille toujours, lisez des livres de Maria Montessori. Au moins, là, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir sur le matériel. Donc voilà, commencez par l'enfant, l'esprit absorbant. C'est deux livres qui sont très bien pour démarrer. Et après, moi, le livre qui me tient le plus à cœur, c'est bien sûr les 60 activités Montessori pour mon bébé, parce que sans ce livre-là, je n'aurais jamais démarré la pédagogie Montessori. Donc, c'est un petit livre très facile à lire, mais si lorsque l'on est enceinte, par exemple, ou lors de la naissance d'un enfant, ben, c'est amplement suffisant déjà pour démarrer. Il y a très, très peu d'erreurs sur ce livre-là. Il y a 3-4 erreurs, mais on va dire que c'est un des livres qui a le moins d'erreurs. D'accord. Il y a aussi des hommes qui nous écoutent, j'imagine. Alors, il y a des hommes, et il faut savoir que ça, c'est très marrant. Ça dépend des départements. Parce que pour le coup, moi, je bouge dans toute la France. Et il y a des départements où j'ai toujours des hommes en formation et d'autres départements où j'en ai pas du tout. Ah bon? Voilà. Et par exemple, je sais que quand je vais à Bordeaux, j'en ai pas. Et lorsque je vais à Toulouse, j'ai toujours 2 à 3 hommes par formation. D'accord. Bon. Voilà. Donc, Midi-Pyrénées, Gironde, c'est un peu... Tu nous feras une carte de France pour nous dire où sont les hommes. C'est ça. Mais après, c'est logique. Il y a très peu d'hommes dans les crèches ou dans les MAM Montessori, dans les MAM, enfin tout court, même dans le secteur de Bordeaux. Alors que sur Toulouse, il y a des hommes d'ailleurs qui ont créé même des MAM. Il y a des hommes dans les structures. Bon, voilà. Donc, du coup, finalement, d'une région à une autre. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'on... Ouais. Est-ce que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à partager pour terminer? Alors là, comme ça... moi, je dirais aux gens d'essayer de ne pas se faire avoir par tout ce marketing Montessori. Vous n'avez pas besoin de transformer votre maison ni d'acheter tout le matériel. Vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour faire cette pédagogie, parce que souvent d'ailleurs j'entends dire Montessori c'est très cher, mais en réalité non. Une fois que déjà l'adulte a pris conscience qu'il va falloir d'abord qu'il change lui-même avant de vouloir changer son enfant, c'est déjà énorme. Ça déjà, c'est dès qu'on a compris ça, on a compris beaucoup. Et c'est pareil, voilà, n'achetez pas 36 000 livres, vous en prenez un ou deux de Maria Montessori pour démarrer, ça suffit. Et après, à la limite, il vaut mieux payer une formation, honnêtement, parce que c'est pareil, combien de fois les personnes arrivent en formation, sont toutes fières, elles ont acheté 1000 euros de matériel. Dans ces 1000 euros de matériel, j'ai à peu près 400 euros de matériel qui ne me correspondent pas du tout à Montessori.
Donc, du coup, elles ont dépensé 400 € pour rien. Dans les 600 € qui restent, elles ont parfois du matériel miniature. Donc, il va falloir qu'elles se débarrassent parce qu'il ne correspond pas ou, encore une fois, qu'il n'a pas le bon poids, etc. Donc, n'achetez pas tant que vous n'êtes pas allé en formation, tant que vous n'avez pas lu un bouquin de Maria Montessori. Faites très attention, mais il n'y a pas besoin d'avoir... il n'y a pas besoin d'être riche pour Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avant le matériel, c'est déjà... travailler sur la posture de l'adulte, c'est déjà la base, quoi. Voilà, la posture de l'adulte, c'est s'intéresser, s'informer, prendre le temps, ne pas aller rapidement. Et en plus, surtout qu'il y a beaucoup de matériel que l'on peut quand même construire. Donc, on peut démarrer parfois avec pas grand-chose. Il faut vraiment... pas se dire je ne le fais pas parce que c'est cher, je ne le fais pas parce que je ne peux pas me payer le matériel. Non, on le voit bien derrière en 3-6, pour travailler la multiplication, on a 4 ou 5 matériels. Il n'y a pas besoin d'avoir les 4 ou 5 matériels finalement. Et quand on ne sait pas, je comprends tout à fait que du coup, on achète tout sans trop vraiment savoir. Oui, puis tout dépend si c'est pour son enfant à la maison ou sa classe à l'école. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Vraiment, surtout que je pense que moi, toutes les formatrices que je connais, on est assez accessible. Donc, moi, je passe au moins 1 heure par jour à répondre aux messages. Alors, souvent, je fais des notes vocaux parce que c'est plus facile. Ça va plus vite. Où on me dit, mon enfant, il a tel âge. Et alors, déjà, je leur dis, non, attention, je veux pas savoir l'âge. Je veux savoir où en est votre enfant. Qu'est-ce qu'il aime faire en ce moment? Qu'est-ce qu'il parvient à faire, etc. Et là, à ce moment-là, je les renseigne. Et je prends toujours un peu de temps. Alors, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais je pense que la plupart des formatrices, dès que l'on peut, on le fait justement pour commencer à guider les personnes. Donc, on reste quand même... C'est une pédagogie où on reste quand même accessible. Enfin, j'espère que les formateurs restent assez accessibles aux gens. Ouais. Donc, ne pas se précipiter. Si on répond 15 jours après, il ne faut pas nous en vouloir. Ou si on a oublié un mail par-ci, par-là, ça arrive, on est humain et il faut aussi le comprendre. Parce que parfois, je sais que j'ai la même personne qui va m'écrire tous les jours. Elle dit, non, il y a une liste. Et en fait, il faut que je respecte la liste aussi des premiers arrivés, premiers servis et que je fais au fur et à mesure du temps. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais lorsque je peux, je le fais. D'accord. Bon, chouette. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces infos et d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. Et bonne continuation. Bye bye. Dans la description du podcast, vous pourrez retrouver les 2 liens d'Émilie, le lien vers son site et le lien vers sa boutique. Voilà. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de dire si vous avez des questions, profitez-en pour les laisser dans les commentaires. Et si c'est avec Apple Podcast, n'oubliez pas d'appuyer sur les étoiles pour donner de la visibilité au podcast. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain.